4, c'est comme à l'école quand votre enfant vous ramène un bulletin et que vous dit mais ouais, mais j'ai pas une bonne note, mais les autres non plus. Mais ce 2,4, c'est très relatif. Parce qu'en fait, un Américain, il a une empreinte de 10. Un Chinois, il a une empreinte de 10. Un Européen a une empreinte entre 7 et 8. Un Français, en moyenne, a une empreinte aux alentours de 6. Mais un habitant de RD Congo a une empreinte de 1. Et un habitant du Malawi a une empreinte de 0,7. Et lequel de tous ces habitants-là, à votre avis, subit le plus l'impact du réchauffement climatique? C'est l'Américain ou c'est l'habitant du Malawi? C'est ça l'injustice. Et quand je vous disais que ça ne concerne pas que les pays entre eux ou les populations entre elles, dans un pays riche comme la France, cette empreinte, elle est de 7 pour les 10% les plus riches de notre pays. Pas là ces derniers jours, je crois qu'il y a eu un épisode de pollution de l'air assez fort dans l'Hexagone. Ça, c'est pas de la catastrophe naturelle, hein. C'est de la catastrophe. Mais elle est liée à l'activité humaine. Et a priori, elle est évitable. Cette catastrophe, quand je parle de catastrophe avec la pollution de l'air, c'est une catastrophe puisqu'elle fait en France entre 70 000 et 80 000 morts prématurées chaque année. Chaque année. Il y a entre 70 000 et 80 000 personnes qui pourraient rester en vie, mais qui meurent du fait de maladies respiratoires liées à la pollution de l'air dans les villes et dans les campagnes, et singulièrement dans les vallées. À l'échelle européenne, c'est plus de 500 000 morts. Ça, c'est pour nous, hein. Imaginez à l'échelle de la planète. La catastrophe, elle est à l'œuvre également quand le tissu des inégalités ne cesse de s'agrandir. C'est-à-dire que ces inégalités sont de plus en plus profondes. Et quand je disais tout à l'heure que l'homme est responsable de son malheur et sinon du sien, il est responsable de celui des autres, ce qui m'a poussé, donc, parce que je vous parlais tout à l'heure de la corrélation entre les différentes cartes, hein, ces personnes qui sont les plus confrontées aux questions liées au réchauffement climatique, à la précarité énergétique, 11 millions de personnes en situation de précarité énergétique en France. C'est pas rien, hein, c'est un Français sur 6. En situation de précarité énergétique. Que cette carte-là se corrélait avec la carte des inégalités et des votes ou des non-votes d'inquiétude, pas de peur, mais en fait, on se rend compte qu'à l'échelle du globe, comme à l'échelle des pays, comme à l'intérieur des pays, le changement climatique, c'est une affaire d'inégalité. Lutter contre le changement climatique, c'est d'abord lutter contre les inégalités. Alors ça dépend, ça c'est si on lutte contre le changement climatique de façon solidaire. Mais quand on vous oppose fin du mois et fin du monde, on entretient un mythe selon lequel on ne pourrait pas conjuguer les deux. Alors qu'en fait, ce sont ceux qui ont les fins de mois les plus difficiles qui subissent le plus cette crise de fin du monde. Quand on présente l'écologie comme quelque chose de punitif, ou qu'on nous explique que c'est une affaire de bobos, que ça ne concerne pas les classes populaires, ça ne concerne pas les plus pauvres, on ment. Parce qu'en fait, la punition, c'est pas l'écologie, c'est la non-écologie. La punition, ce sont ces 70 à 80 000 personnes qui meurent prématurément par an. La punition, c'est l'impact des perturbateurs endocriniens sur nos vies, sur nos santé. C'est ça la punition. La punition, c'est l'impact de l'agrochimie sur la biodiversité, sur les nappes phréatiques, sur les cours d'eau, sur la vie des agriculteurs, sur la santé des consommateurs. C'est ça la punition. La punition, c'est le fait qu'1 milliard d'êtres humains aujourd'hui sur Terre ne mangent pas à leur faim, et que la faim est regagne du terrain dans le monde, alors qu'on l'a pensé en recul, et que pour nourrir ce milliard de personnes à sa faim tous les jours, il faudrait mobiliser 3% de la production mondiale de nourriture. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de production mondiale de nourriture qui est jetée, qui n'est pas consommée, qui est gaspillée? C'est 30%.
c'est 30% de la production mondiale de nourriture qui est jetée, alors que 3% suffirait à sortir de la faim 1 milliard d'êtres humains. Donc c'est ça la punition. La punition, c'est pas d'inventer un monde où chacun, citoyen, collectivité locale, entreprise, dirigeant national, fait un effort pour soi et pour la collectivité, pour être plus responsable, pour avoir une attitude plus partageuse, pour pas être ambassadrice de bonne volonté d'Action contre la faim depuis quelques années. Et avec Action contre la faim, donc j'étais allée en Afrique et singulièrement au Burkina. L'année dernière, début 2018, mais j'ai dit, mais bon, écoutez, moi je peux toujours venir à le combat, prendre un selfie et dire regardez, je suis là, il n'arrive rien, mais ça n'annonce pas grand-chose. En revanche, peut-être qu'on peut imaginer un travail ensemble sur les questions de biodiversité, d'atténuation des effets de réchauffement climatique, puisqu'ils sont dans une zone sahélienne, etc. Et le Burkina, qui a évolué au fil de l'année, des rencontres, etc., vers la fin de l'année 2018, et débouché sur un projet avec le Burkina, le Niger, un peu le Ghana, qui est intellectuel aussi, et un constat, un projet et un constat. Le constat, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si on va réussir par des Africains, pour des Africains, mais aussi pour inverser le prisme. Et que l'exemplarité, le modèle à suivre ne vienne pas forcément de l'hémisphère nord, mais que nous nous inspirions ici, au nord, des méthodes appliquées déjà sur ce continent. Parce qu'aujourd'hui, moi je rencontre des populations, par exemple au Burkina, l'homme et la femme de la rue, qui vous disent spontanément, et c'est pas moi qui mets l'expression dans leur bouche, ils disent il faut changer de paradigme. Parce qu'ils sont comme tout le monde. Sa croissance exponentielle à 2 chiffres pendant plus d'une dizaine d'années, ça a beaucoup baissé, mais néanmoins on est quand même au-dessus de 5%. C'est aussi l'exception du fait de son régime politique. Vous savez que Xi Jinping est un président aujourd'hui auto-élu à vie, puisqu'il a changé la constitution pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, information, pas de la même manière que nous. C'est le gouvernement chinois qui décide n'ont pas accès à Internet. Il n'y a pas du tout le même niveau de conscience. Il y a des campagnes chaque année, et puis des villes qui explosent. Ce sont des villes champignons partout où l'on va, avec la construction de nouveaux quartiers et de bâtiments partout. Et les Chinois, avant la conscience écologique que nous avons connue, la Chine en fait elle est dans ses 30 glorieuses. Et du coup, quand on est là-bas, il y a un sentiment assez incroyable, national. Et donc le rapport... alors, vous disiez, penser à un système alternatif au capitalisme, je dirais même, pour changer complètement la manière de concevoir la nature de ce que c'est l'économie. Est-ce que l'économie, souvent, on la voit uniquement comme la contrainte, on veut faire des choses et voilà que l'économie nous dit on ne peut pas. Et souvent, on la réduit uniquement à la question financière et à la question matérielle. Et c'est là où je pense que l'économie sociale et solidaire nous dit que l'économie, c'est pas ça. Et que l'économie, avant tout, c'est un médiateur souhaité. Parce que bien évidemment, il faut soutenir une croissance chinoise qui ne s'arrête pas, qui est entretenue, alimentée, parce que... C'est pour moi de la croissance, mais c'est une autre forme de croissance. De baisser les bras, dont l'une est de copier un petit peu ce qui a été réalisé lors de la Deuxième Guerre mondiale pour copier cette coalition internationale où tout le monde, Russes, Américains, Européens, Africains, Amérique du Sud, se sont coalisés, Australie, pour combattre le nazisme. Je me suis sentie pétrifiée dans mon imaginaire, ma capacité à me projeter, c'est-à-dire à faire des projets, à me penser dans l'avenir. Ma capacité à me penser dans l'avenir passe par la confiance que j'ai dans l'avenir. Et avec l'effondrement, j'ai perdu cette confiance-là. Donc en fait, la peur, c'est un peu les thèses du professeur Laborie, je ne sais pas si vous en souvenez, dans les années 70, ça active à la fois de l'inhibition, c'est-à-dire on se replie sur soi-même, on essaie de se cacher, parce qu'on est sidéré, on n'arrive pas à gérer l'information. Ça produit aussi de la fuite, l'envie d'échapper à ça. Et derrière cette fuite, aujourd'hui, on la trouve, qu'elle est très justement évoquée Audrey, la toxicomanie, l'addiction, notre capacité à fuir, Netflix, la nourriture, je sais pas, le sorcier, c'est une manière de fuir le réel.
face aux Américains, il a pas totalement tort, et l'engagement, c'était la planification. Bien, j'aimerais, au regard de ce que j'ai entendu, que l'Europe au service des territoires, parce que la réponse au chef d'entreprise, c'est comment agir, développer du pouvoir d'agir dans nos territoires, ici et maintenant, citoyens, organisations, collectivités. Eh bien, je vous invite à lire le bouquin de Jean Josel et de Pierre Larousse sur le pacte de finances. Il disait que lorsqu'en 2008, on a trouvé 1000 milliards pour sauver les banques, ce serait quand même pas incroyable qu'on trouve pas 1000 milliards pour sauver le climat. Et donc pour créer une banque, pour faire un budget européen, pour faire un traité autour de l'utopie, de la résistance, de l'engagement autour du climat. Et j'aime, Anne, que vous aviez parlé tout à l'heure de la question où allons-nous et la question d'où venons-nous. C'est exactement le thème des 10 et 11 mai. Le 10 mai, c'est d'où venons-nous, quels sont les freins, qu'est-ce qui nous empêche de passer du je au nous. Et le lendemain, c'est où allons-nous. Mais les deux choses sont liées. Et puis j'ai noté aussi, Elena, cette dimension spirituelle, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a... Moi, à titre particulier, je travaille avec la communauté des physiciens en Europe. Donc, c'est de faire cet échange. Donc, on a créé une section de jeunes physiciens sur la ville de Beni-Mellem et on est en train de propager ce réseau. Génial. Pour faire ces échanges et pour donner des outils pour faire d'autres outils. Très bien. Sur les territoires et j'espère si on peut trouver des territoires sur des projets sur lesquels on pourra travailler ensemble et des échanges d'expériences avec les personnes. Ça fait aussi partie du forum. Oui, je connais. Qui ont C'est les